Nous, en tant qu'opérateur d'infrastructure cuivre, on coordonne ce chantier, mais c'est bien, donc ici, Nicolas qui est présent, les opérateurs d'infrastructure fibre qui, eux, déploient la fibre sur vos zones, hein. Je sais que sur le 64, il n'y a pas que Orange, mais il y a aussi la fibre paloise et THD 64 qui déploient des réseaux fibres. C'est bien les opérateurs commerciaux qui, eux, proposent des services, hein, aux personnes. C'est eux qui accompagneront les clients sur le cuivre vers des solutions de substitution. Donc, on dit solution de substitution parce que il y aura peut-être des personnes qui ne seront pas éligibles à la fibre et pour lesquelles ils seront proposés voilà, des solutions de substitution du type 4G, 5G ou satellite, voilà, qui pourront donner droit à des débits aussi performants, voilà, mais qui permettront voilà, de répondre à la question de la fermeture des cuves. Évidemment, en parallèle, donc l'ARCEP a créé les conditions réglementaires, enfin, je l'ai déjà dit, et les élus locaux, hein, c'est vous à qui on tient à partager ce projet d'arrêt du cuve, puisque vous avez un rôle de proximité envers les administrés, et voilà, c'est important que vous ayez l'ensemble des informations et du planning de ce projet d'arrêt du cuve. Donc l'arrêt du cuivre, il se fait en plusieurs étapes. La première, c'était la notification de la fermeture du cuivre, hein. Donc sur l'ensemble des zones qu'on ferme, on se doit de prévenir, hein, avec un délai légal de 3 ans, l'ensemble des acteurs qu'on va fermer le cuivre sur une commune. On prévient en donnant 2 jalons qui sont essentiels et vous verrez qu'ils reviendront assez souvent sur cette présentation. Ce sont la fermeture commerciale et la fermeture technique. La fermeture commerciale, c'est la date à laquelle il sera plus possible sur votre commune de prendre un nouvel abonnement sur le réseau cuivre. Ça veut dire que quelqu'un qui a l'ADSL à cette date de fermeture commerciale, il pourra continuer à avoir ses services. Par contre, quelqu'un qui déménage ou qui arrive sur une commune qui est fermée commercialement, il ne pourra pas prendre une offre sur le cuivre, il sera obligé de prendre une offre sur la fibre. Et au moins 1 an après cette fermeture commerciale, interviendra la fermeture technique. Et donc c'est là la date fatidique finalement, c'est l'arrêt de tous les services sur le cuivre, sur votre commune à cette date. Interviendra enfin en 4e étape la dépose du réseau, hein. Vous vous doutez que c'est quelque chose qui est assez important, hein. Le réseau cuivre, c'est des armoires de sous-répartition, c'est des poteaux téléphoniques qui éventuellement ne servent pas à la fibre et du coup qui servaient au cuivre et donc devront être déposés puisqu'ils n'auront plus d'utilité. Mais c'est aussi, voilà, beaucoup de câbles qui se situent sous terre, hein, dans des conduites qui devront être déposés. Donc ça se fera dans un dernier temps, je veux dire, après la fermeture les fermetures techniques, hein, puisque aujourd'hui les répartiteurs téléphoniques, hein, alimentent plusieurs communes, et tant qu'on n'a pas fermé toutes les communes, on ne pourra pas déposer l'ensemble du réseau. Donc ça va se faire sur un peu plus long terme. Et évidemment, sur ce slide-là, vous voyez bien en vert, c'est les opérateurs commerciaux, hein, je l'ai dit dans la slide précédente, mais c'est eux qui accompagnent et réalisent la migration des clients du cuivre vers la fibre, hein. Donc quand on parle d'accompagnement, évidemment, c'est la prise des contacts avec les administrés qui sont encore sur le cuivre pour voilà, leur proposer d'autres solutions, évidemment, dans les délais impartis. Donc 8 millions de lignes cuivre encore actives, hein, en France en juin 2025. C'était 12 millions en janvier 2024. Voilà, il y a un petit schéma, hein, qui représente une sorte de baignoire, parce qu'on associe souvent cette métaphore-là qui est la fermeture commerciale, c'est la fermeture du robinet, c'est-à-dire on arrête de prendre de nouveaux clients sur le cuivre. Et il y aura ensuite la fermeture technique, c'est-à-dire voilà, le rôle de l'opérateur commercial, enfin des opérateurs commerciaux, de migrer l'ensemble des clients vers la fibre pour pouvoir vider cette baignoire de clients cuivre pour qu'en 2030, voilà, c'est la cible, hein, de ce projet d'arrêt du cuivre, tous les abonnés soient sur d'autres offres à cette date-là. Donc le planning, alors bon, il y a pas mal de colonnes, mais vous verrez que c'est plutôt quand même simple. Ce projet d'arrêt du cuivre, il se déroule en lots, donc en lots de communes. Ils sont au nombre de 7, et pour chacun de ces lots, il y a une fermeture commerciale et une fermeture technique. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, la fermeture commerciale, plus de possibilité de prendre un nouvel abonnement. Fermeture technique, on coupe totalement le réseau sur une commune. Le projet d'arrêt du cuivre, il se fait en 2 phases, je dirais une phase de transition, une phase de fermeture, parce qu'on a d'abord expérimenté avec peu de communes, et voilà, plus on va arriver dans les derniers lots, hein, sur les lots 5, 6, 7, finalement, on va couvrir 75% des logements.
On est encore sur une phase de transition où, voilà, qui nous permet d'accompagner et de faire en tout cas de l'accompagnement presque individuel, je veux dire, un peu comme aujourd'hui, des communes et des abonnés sur ces premiers lots. Donc on est aujourd'hui, on parle aujourd'hui du lot 4, hein, puisque Anglet et Bayonne, c'est des communes qui ont été sélectionnées dans le lot 4. Donc la fermeture commerciale, elle aura lieu, vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais au 31 janvier 2026. Alors il y a 31 janvier 2027, bon c'est un peu trompeur, c'est parce que le calendrier se complexifie, parce qu'on essaye, ce que je disais, de laisser personne au bord de la route. Il y a certaines communes qui ont déjà été décalées. Mais en tout cas, Anglet et Bayonne, c'est le 31 janvier 2026, c'est la fermeture commerciale. Et la fermeture technique, elle se déroulera en janvier ou mai ou octobre 2028, hein, suivant le sous-lot auquel appartiennent les communes. C'est pareil, on a un peu complexifié parce que ce lot 4, c'est des grosses communes, c'est Bordeaux, c'est Pau. Et qui dit grosse commune dit des forts volumes de clients, d'abonnés qui vont passer du cuivre vers la fibre. Et même si notre rôle, c'est d'essayer de communiquer pour que les personnes anticipent leur migration, on s'attend à ce que les gens attendent le dernier moment pour migrer à la fibre. Et malheureusement, les opérateurs commerciaux, bah, ils ont un petit peu peur de cette échéance. Et ce goulot d'étranglement que pourrait mener la fermeture technique du lot 4, on a décidé voilà, de découper la fermeture technique en 3 sous-lots pour pouvoir voilà, étaler sur l'année 2028 la migration des clients du lot 4 sur d'autres solutions. Voilà ce que je voulais dire pour ce slide. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Voilà, un zoom un peu sur le 64. Je disais tout à l'heure, le lot 1, c'était 14 communes sur la Nouvelle-Aquitaine. C'était voilà, 10 en Corrèze et 4 en Charente-Maritime. Il n'y avait pas de communes du 64. Par contre, sur le 64, dès le lot 2, il y a eu 5 communes qui ont été retenues, qui n'étaient pas sur la CA du Pays Basque, hein, mais qui représentaient voilà, 3,5% des logements du 64, pour lesquels il y aura une fermeture technique en janvier 2026. Je crois, Benjamin, hein, plus précisément, il y a quand même des grosses communes, puisqu'il y a Bière et Lons qui sont concernés par ce lot 2, et donc pour lequel on arrêtera le réseau cuivre en janvier 2026. La caractéristique du lot 3, c'est voilà, un peu plus de communes, puisqu'il y a 35 communes. De mémoire, je crois qu'il y en a 8 de la CA du Pays Basque, hein, pour lequel voilà, on a fait ce type de réunion pour partager et voilà, leur présenter les différents jalons. On arrive en cumuler à 7% des logements qui sont concernés par ces lots 2 et 3, c'est-à-dire qu'ils sont embarqués dans le projet d'arrêt du cuivre à l'issue du lot 3, et la fermeture technique aura lieu en janvier 2027, donc dans un an et demi. On arrive au lot 4, où aujourd'hui il y a 74 communes qui sont sélectionnées dans ce lot numéro 4, dont Anglet et Bayonne, avec les 3 opérateurs d'infrastructure que je disais tout à l'heure sont représentés, la FIPALOG, TSD 64 et Orange, et on arrive à cumuler des lots 2, 3 et 4 à 40% des logements. Et je me permets d'enchaîner avec le slide suivant, où je crois qu'il y a les détails pour Anglet et Bayonne, et ça sera peut-être un peu plus précis. Donc sur ces 2 communes, la fermeture commerciale, elle a lieu en janvier 2026, et la fermeture technique, elle a lieu en mai 2028. Alors, à prendre avec précaution, parce qu'évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ARCEP ne laissait personne au bord de la route, et la condition pour fermer commercialement une commune, c'est que le réseau fibre soit suffisamment déployé. Donc l'ARCEP voilà, veille, et nous aussi on réalise des gouvernances, j'en parlerai un peu après dans la présentation, on réalise des gouvernements avec l'ensemble des acteurs pour voilà, suivre ces avancements FTTH et voilà, faire un point finalement avec, à la fois avec les opérateurs d'infrastructure fibre et avec l'ARCEP. Et évidemment, à la fin de l'année, on va arriver finalement assez vite à janvier 2026, à la fin de l'année, on regardera où en sont les déploiements FTTH. Les communes qui ne répondront pas suffisamment aux critères de déploiement seront décalées d'un an en fermeture commerciale. Donc, ça ne décalera pas la fermeture technique, hein, puisqu'elle a lieu plus d'un an après, donc il faut toujours qu'il y ait un an entre fermeture commerciale et fermeture technique. Donc il se peut qu'il y ait certaines communes qui soient décalées en fermeture commerciale en janvier 2027. Voilà, mais c'est sous condition de l'avancement des réseaux FTTH, on en saura plus à la fin de l'année 2025. Voilà. Mais En l'idée, complément, oui, juste un petit complément, Fabien, excuse-moi. Donc, on parle effectivement là d'Anglet et Bayonne sur le lot 4. Aujourd'hui, à cette réunion, sont invités les communes de la Côte Basque entre le BAB et Andaille. Vous n'avez pas été encore sollicité sur les 4 premiers lots.
Vous le saurez, on n'a pas encore l'information, mais entre le 5, le 6 et le septième lot. Voilà. Tout à fait. Donc il y avait 8 communes quand même de la CA de Pays Basque, si je ne me trompe pas, qui étaient dans le lot 3. Je ne sais pas si elles sont représentées aujourd'hui, mais voilà, on a déjà communiqué. Non, sur la Non, côte basque, on n'en a aucune encore qui a été embarquée sur un des lots. d'accord, je croyais, ça marche. Ici, Bayonne et Anglette sur le lot 4. Voilà. Donc les prochaines viendront sur les prochains, pour ceux qui sont autour du pont. Ok. Le RAD, ça signifie quoi? Le Alors, RAD, c'est le ouais. raccord. Vas-y, Fabien. Non, non, enfin, on peut même Nicolas connaîtra mieux que nous la réponse. C'est ce qu'on appelle les raccordements à la demande qui sont apparus l'année dernière sur les secteurs déployés. Ce sont des prises qui ne sont pas identifiées comme avec des blocages tiers, n'ont pas de raison apparente de bloquer, tout simplement qui ne sont pas encore traités dans le cadre de la complétude du déploiement. Et les opérateurs commerciaux ont possibilité de passer une commande sur ces logements-là. Et nous, en tant qu'opérateur industriel, on a un délai de 5 mois pour produire. Alors, contractuellement, c'est 6 mois. Moi, je l'ai 5 mois, parce qu'après, derrière ça, je vais avoir un délai d'un mois à faire. Voilà. Donc, une fois la commande prise par l'opérateur commercial, moi, j'ai des commandes qui arrivent côté l'opérateur industriel et j'ai 6 mois pour la produire. Donc, ça veut dire que c'est pas produit, donc ça ne pose pas de problème à produire dans les 6 mois à venir, c'est ça. Et par contre, les bloquer commercialement, ça veut dire que ça, c'est pas. Alors là, après, il faut aller vraiment en dentelle, regarder quels sont les blocages. Si c'est du blocage refus tiers, si c'est du blocage qu'on n'a pas encore identifié de notre côté. Refus tiers, c'est les immeubles pour lesquels on n'a pas réussi à contacter cet immeuble, par exemple, on s'est dit qu'il va refuser. Ça peut être un problème de génie civil qui n'a pas été encore réparé. Voilà. Et si vous avez bien entendu à distance, c'est raccordable à la demande, ça, vous avez bien entendu? Oui? Bon, ok. Merci, Nicolas. Fabien? Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas détaillé toutes les colonnes, mais voilà, l'idée c'est de retrouver les communes qui sont embarquées dans le lot 4 avec le sous-lot. Si vous vous rappelez, il y a la fermeture technique des communes de ce lot 4 qui sont séparées en janvier, mai et octobre 2028. Donc c'est ce qui donne le sous-lot, hein. Le janvier 2028, c'est le lot 4.1. Le mai 2028, c'est le lot 4.2. Donc Anglette et Bayonne auront une fermeture technique en mai 2028. Et après, il y a certaines communes, voilà, d'autres PCI qui sont dans le lot 4.3, donc avec une fermeture technique en octobre 2028. On y retrouve donc le PCI, l'opérateur d'infrastructure enfin non, l'opérateur d'infrastructure, donc parfois il y en a deux. Voilà, il y a des zones, ce qu'on appelle dentelles, avec des communes sur lesquelles il y a deux opérateurs d'infrastructure qui déploient. Le nombre de logements, le nombre de logements donc total, le nombre de logements déployés, ce qui donne la complétude, hein. Voilà, l'idée c'est d'approcher des 100% pour que tout le monde puisse migrer à la fibre. Le nombre de logements restants à faire, alors voilà, avec une petite abréviation qui est RAF, c'est-à-dire qu'on sort notamment les programmes immobiliers qui ont voilà, une date de réalisation très lointaine, on ne les prend pas en compte évidemment. Les bloqués commercialement, donc c'est des logements qui sont déployés mais qui sont bloqués pour une raison ou une autre. Et les RAD, voilà, donc les raccordables à la demande, ce que disait Nicolas. Et les deux dernières colonnes, donc les deux jalons très importants, fermeture commerciale et fermeture technique. Évidemment, Benjamin vous fournira la présentation. Sur la gouvernance, j'en parlais tout à l'heure, hein, donc on a voilà, une certaine organisation chez l'opérateur d'infrastructure Cuivre, hein. Il y a le directeur des relations avec les collectivités locales, hein, qui est Benjamin Dulon, hein, qui est le contact privilégié des collectivités sur ce programme d'arrêt du cuivre. Il y a une directrice de programme des commissionnements cuivre qui est présente, c'est Magali Billière. On t'a pas présenté tout à l'heure, Magali. Donc, et moi, donc, qui suis chef de projet, voilà, qui coordonne localement ce projet. Donc, les opérateurs d'infrastructure FTTH, évidemment, participent à ces gouvernances avec nous, donc notamment Nicolas, hein, qui est présent aujourd'hui, hein, qui pilote le déploiement de la fibre. Et en termes voilà, de gouvernance locale, on réalise des réunions de lancement à chaque lot, à la fois avec les collectivités, mais à la fois avec les opérateurs d'infrastructure. Et on réalise des revues opérationnelles mensuelles, alors mensuelles ou trimestrielles, justement pour suivre l'avancement de ces déploiements FTTH et anticiper voilà, d'éventuels reports, notamment de fermeture commerciale.
Donc en termes de documentation qui est mis, alors je suis désolé, ce slide il fait peut-être un peu mal aux yeux, moi je suis un peu près, il me fait mal aux yeux. Voilà, c'est les différentes étapes en fonction de l'avancement d'un lot. Aujourd'hui, on parle de phase de partage, c'est-à-dire que, pardon, on n'est pas en phase de partage. On était en phase de partage avant que le lot soit officialisé. Donc aujourd'hui, on est à l'annonce de l'arrêt du cuivre. Donc on est à l'étape 2. Vous avez sûrement communiqué par mail ou par courrier, où il y avait peut-être déjà eu même des réunions de partage sur vos communes pour vous informer que votre commune était présélectionnée. Et aujourd'hui, on est là pour vous annoncer l'officialisation du lancement du lot numéro 4 sur votre commune, ce qui signifie que dès aujourd'hui, vous avez la possibilité d'informer vos concitoyens sur l'arrêt du cuivre avec, voilà, avec les différents jalons qu'on vous a présentés et voilà, un kit de communication qui est notamment disponible sur une page du ministère de l'économie sur lequel vous aurez le lien ici en tout cas. Donc ce kit de communication, ça fait partie de l'ensemble de la documentation qu'on vous met à disposition. Elle regroupe beaucoup de documents, dont des foires aux questions qui peuvent permettre, enfin en tout cas que vous pouvez mettre à disposition de vos administrés, mais qui peuvent également vous permettre de constituer des articles ou des communications sur les canaux dont vous avez l'habitude d'utiliser très régulièrement. Il est important de dire sur ce slide, Fabien, c'est que vous en puissiez en prendre connaissance, et bien sûr, on vous l'enverra. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on va vous donner un kit de communication neutre qui permettra de vous l'approprier pour communiquer auprès de vos administrés, parce que ce projet, c'est un projet certes technologique, mais c'est un projet de communication. Et il est important que vous administrez l'information de ce projet par vos canaux de communication pour éviter que lorsque la principale acteur du projet, qui est l'opérateur commercial, quand il va appeler ses clients pour les faire migrer vers la fibre, qu'il n'ait pas des objections en disant mais non, la DSL, ça va très bien, le TV est très bien, et j'ai pas envie que vous me vendiez quelque chose de plus, par méconnaissance du projet. Voilà. Il est important que vous puissiez communiquer. Et ce slide résume un peu toutes les actions que vous avez quelque part à faire en tant qu'élu, parce que vous allez être sollicité aussi par vos administrés. Le dernier point, excusez-moi Fabien si j'ai pris la main, mais c'est avant la fermeture technique du réseau cuivre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un an avant la fermeture technique du réseau cuivre, on vous enverra la liste des adresses pour lesquelles il y a encore des prises cuivre actives, à condition que vous envoyez vous fassiez signer un accord de confidentialité, peu importe. Mais voilà, un an avant la fermeture du cuivre, on vous enverra cette liste qui vous permettra d'avoir un œil et regarder s'il n'y a pas des anomalies. Anomalies dans le sens où des personnes qui socialement sont peut-être en difficulté, ou des personnes âgées qui n'ont pas migré, qui seraient passées à côté de ce projet-là, pour lesquels il y aurait peut-être de la part de votre part une action peut-être spécifique, un point d'attention à mener vers ces populations. Alors, il n'y a pas d'opérateurs commerciaux autour du pont, mais enfin, je ne peux pas parler moi de tarifs, mais en règle générale, il y a alors, on ne peut pas parler de tarifs. Pour autant, il y a toujours des offres, différentes offres. Il peut y avoir des offres sur fibre qui seront moins chères que les offres cuivre aujourd'hui. Il y a des offres chez tous les opérateurs, il y a différents niveaux d'offres. Il y a des offres low cost et des offres un peu plus riches. Mais je vous garantis que c'est régulier. Quand des personnes vont en boutique, se rendent compte qu'il y a des offres fibres qui sont moins onéreuses que les offres qu'ils ont aujourd'hui en plus. Voilà. Il y a vraiment tous les opérateurs qui sont dans une optique d'essayer de migrer le maximum de personnes, et côté offre commerciale, ils ont vraiment fait le nécessaire pour avoir différents types d'offres. Ça va de l'offre, ce qu'on appelle le monoplay, où il n'y a que le téléphone seul. Vous pouvez trouver des offres fibres chez certains opérateurs commerciaux pour lesquels il n'y a que la téléphonie, jusqu'à des offres, on va dire, premium, où vous avez jusqu'à des bouquets de plateformes vidéo et autres. Est-ce qu'on pourra garantir à nos usagers le maintien de leur numéro de téléphone? Géographique. Oui. Oui, tout à fait. Donc, il n'y aura pas de problème de transfert de la ligne analogique vers un numéro sur une box. Non. Garde leur numéro géographique. La migration la fibre, c'est vraiment c'est bon. Voilà, le suivant. Alors, ça passe pas du tout. Les numéros qui sont bloqués des fois, quand on demande un transfert ou un transfert, qui sont bloqués à un opérateur. De demander des transferts de numéros et de ne pas pouvoir les obtenir. Donc, parce qu'ils sont rattachés à un opérateur. Je ne vous explique pas pourquoi ou comment,
Mais c'est du quotidien. Quand je fais du travail de migration de ligne. Bon, alors, Donc, c'est ma question parce que le client, enfin, nos usagers, ce qu'ils vont nous demander, c'est de maintenir le numéro de téléphone. C'est comme ça qu'ils sont connus. normalement, ça ne pose pas de problème. Ouais. J'ai peut-être pas de Ok. filtre de par la patronne de ma société, mais normalement, je ne connais pas de sujet là-dessus. Très bien. Ouais, bon, sur ce slide, tu as tout dit. Donc, il y a une phase d'approche de la fermeture commerciale où effectivement le but c'est que l'opérateur d'infrastructure fibre finisse ses déploiements et le rôle de l'élu, ça peut être voilà, un rôle de facilitateur et un rôle d'accompagnement et de communication vers les administrés. Et après, il y a une phase d'approche, tu l'as dit, entre la fermeture commerciale et la fermeture technique, je dirais la dernière ligne droite, où là, effectivement, il y a la possibilité pour une commune d'obtenir la liste des adresses sur lesquelles il y a encore une ligne cuivre, et ça peut être effectivement une piste pour identifier des personnes isolées qui n'auraient pas eu la communication et qui pourraient se trouver, et c'est souvent une des questions qu'on nous pose, qui pourraient se retrouver voilà, sans ligne cuivre, voilà, avec des services qui parfois sont très importants, notamment pour la santé. Voilà. Donc ça, c'est des possibilités, des choses qu'on viendra, enfin en tout cas qu'on pourra avoir un an avant la fermeture technique. Donc ce slide-là, il récapitule un peu ce que je dis, hein, c'est le soutien très important des collectivités sur ce chantier d'arrêt du cuivre, avec notamment le rôle de facilitateur dans le sens voilà, des blocages que peut rencontrer l'opérateur d'infrastructure fibre, et le rôle de proximité et d'information avec voilà, tous les canaux que vous avez mis à disposition au fil des années, hein, que ce soit numérique ou papier, en tout cas, qui permettent de communiquer largement et aisément vers vos administrés, en tout cas peut-être parfois plus clairement que nous. Et c'est pour ça qu'on voilà, on vous inclut dans ce chantier d'arrêt du cuivre. Et voilà, si vous pouvez communiquer dès aujourd'hui ou en tout cas avant la fermeture technique, ce sera le mieux pour voilà, inciter et notamment partager cette information de l'arrêt du cuivre sur vos communes. Voilà, c'est un slide qui récapitule un peu ce que je viens de dire aussi sur la communication, peu importe les canaux dont vous disposez. Et enfin, pour finir, donc voilà, le référentiel documentaire qu'on vous mettra à disposition. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le projet d'arrêt du cuivre il commence voilà, à prendre de l'ampleur. Donc on retrouve pas mal de communication sur les médias. Mais voilà, il y a quand même des documentations qui restent officielles avec des guides pratiques, des mementos qui sont partagés par le gouvernement et qui permettent en tout cas de communiquer, qui vous permettront de communiquer de façon neutre. Voilà. Et ça, Benjamin, tu le fourniras, je pense, par mail aux participants. Sera fourni donc voilà, cette présentation. Donc vous retrouverez l'ensemble des liens, le lien vidéo de l'enregistrement de cette réunion-là, et en pièce jointe, vous aurez donc le kit de communication qui vous permettra d'avoir l'ensemble des documents et d'éviter de le télécharger. Vous l'aurez directement en pièce jointe. Voilà. Merci. On est arrivé au terme de. Oui, Fabien. Non, merci Benjamin, je te dis. Ah. Alors, on est arrivé au terme de cette première partie. Est-ce qu'il y a des questions sur le projet d'arrêt du cuivre? Oui, par rapport donc, à la dépose massive des infrastructures aériennes surtout. Donc c'est bien à partir de 2028 avant que vous allez procéder à la dépose de tous ces câbles qui sont aujourd'hui beaucoup plus en activité déjà sur Amblève et Bayonne, et ainsi que les poteaux. C'est 2028 par avant. Alors, pas les poteaux. Enfin, les poteaux qui seraient plus support de fibre ou autre. Voilà. Alors, les poteaux qui seraient plus support de fibre, je pense que ce sera à la marge, mais vous avez raison, parce que ça peut arriver. Il y avoir des cheminements qui ont été pris par ailleurs par les opérateurs d'infrastructures à fibre. Il y a un projet effectivement de dépose qui n'interviendra pas avant 2028. Il y a un projet industriel pour lequel il y a des sociétés qui ont été sollicitées pour s'assurer de la dépose, du recyclage. Mais vous avez raison. Mais c'est un projet pour lequel il y a en interne, identification. On fait déjà de la dépose de cuivre, par exemple, sur vos communes, hein, sans que vous le sachiez, parce que comme il y a de plus en plus de clients qui migrent vers la fibre, on peut avoir des câbles de transport, par exemple, cuivre qui se libèrent. Ouais. Donc, en sous-sol, oui, vous faites pas mal. Mais en aérien, je pense que ça se fait vraiment à la marche. Voilà, parce qu'il y a encore, mais on nous demande, on nous sollicite, on nous demande des communes d'enlever des câbles. Alors c'est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, vous avez raison, la dépose des câbles, on va dire unitaires, ce qu'on appelle de liaison terminale, pour le moment, on n'est pas encore en mode industriel pour les soins.
on ne sortira pas les câbles qui sont en partie privative. On n'interviendra pas sur les parties privatives des logements. Et donc, le privé, donc, c'est à sa charge de déposer ce câble qui, historiquement, a été posé par S'il Télécom à l'époque. voilà. S'il gêne, effectivement, on peut intervenir sur la partie privative. On intervient sur la partie privative, opérateur commercial, sur une prise de commande, effectivement, à la demande du client. Et on n'a pas de process inverse. On la dépose, ce sera Voilà. par Exactement. Voilà. Bon, en général, c'est pas. Pour que les gens soient informés, quoi. C'est à eux à relever s'il y a un support fixé à la maison, des choses comme ça, par exemple. Oui. Même le câble qui part du poteau à la villa, Oui. ça c'est au propriétaire, au faire privé de se l'enlever. C'est partie privative, ce sera au propriétaire. Voilà. On fera tout ce qui est amont sur la partie. Donc, tu les devoir enlever le tirage. C'est toi qui vas devoir enlever si tu as un terrain, effectivement, pour lequel il y a une. J'ai 10 mètres, 15 mètres entre le poteau et le étage de la maison. Tout à fait. Que ce soit en aérien ou en souterrain, dans cette gaines qui vont jusqu'à la maison. En fait, c'est votre propriété. C'est votre propriété, ça sera effectivement à vous. Et il faut tirer. Il faut bien tirer. C'est une table reliée à une partie du poteau d'initiation. Et l'autre câble vient en propriété privée, on va dire. Pardon. Le dernier raccordement du privé. Oui. Le câble part du poteau qui est sur le domaine public et il arrive au toit du propriétaire privé. Forcément, il faut bien intervenir un coup chez le public, un coup chez le privé. Alors là, vous avez raison, c'est qu'en pratique, je m'avance peut-être un peu, mais en pratique, quand on interviendra sur le dernier pylône, on fera. Après, il faudra voir ce que fera. On laisse le câble dans le jardin des gens. Voilà. Ça, c'est déjà dit. Après, la difficulté, c'est de pouvoir coordonner l'intervention chez les personnes et que les personnes aussi donnent l'accès au terrain. Et sur la côte basque, on a aussi pas mal de résidences secondaires. Et là, pour avoir les propriétaires, c'est compliqué. C'est ça. Et on a même des propriétaires qui s'opposent. Non, tu me rassures parce que le poteau, on va pas monter sur le poteau Simon pour. Non, il ne faut pas. Non. Après, C'est pas sur le pétage, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait ça. Tout à fait. Non, mais c'est des questions que vous posez, non? Que les gens vous posent, non? Alors, on se tient aussi à votre disposition donc pour des réunions, on peut monter avec l'opérateur d'infrastructure fibre des réunions d'information auprès de vos administrés. Il peut y avoir aussi vous pouvez monter des opérations, des forums commerciaux en sollicitant l'ensemble des opérateurs commerciaux aussi pour présenter des offres commerciales fibre auprès de vos administrés. En termes de communication, on restera présent pour vous accompagner si besoin pour répondre aux questions des administrés ou pour animer des réunions. Parce que c'est un peu comme le reste, c'est le genre opérateur confondu. Alors, on sait dire, mais on ne pourra pas vous le dire, l'opérateur d'infrastructure cuivre a la visibilité effectivement des lignes cuivre actives. Donc, il ne peut pas là te donner ces informations-là. C'est des informations, on va dire sur le parc client potentiel et autres. Donc, c'est des informations confidentielles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un an avant la fermeture technique, on s'enverra la liste pour Biarritz, par exemple, des lignes qui sont encore actives. Des adresses, en fait. Des adresses. Oui, des adresses. Oui, voilà, pas le nom des personnes. Non, Voilà. Voilà, des adresses. Allez, s'il n'y a pas de questions, mais encore une fois, les questions, l'objectif aussi, c'est que vous puissiez nous identifier pour revenir vers nous si besoin. On vous propose de passer, bonjour Olivier, je viens de voir que tu étais présent, on vous propose de passer sur le projet d'arrêt de la 2G qui vous concerne tous sur la côte basque. Et Pierre, je te laisse la main. Ouais, je vais essayer de passer en plein écran pour que vous puissiez bien voir. Si ça veut, voilà. Donc oui, c'est un projet d'arrêt, là encore, mais à la différence du premier, c'est que celui-là, c'est un choix industriel et stratégique d'Orange, en coopérateur. Et c'est aussi le choix, on le verra, des deux autres opérateurs
qui produisent et qui ont des sites 2G aujourd'hui, à savoir Bouygues et SFR. Là, j'ai juste la casquette orange, contrairement à Benjamin qui avait la casquette global réseau. Là, je prends moi ma casquette orange. Alors, ce projet, pourquoi on a décidé d'arrêter cette technologie 2G? Alors, d'une part, le débit mobile a pris la part majeure de l'utilisation des réseaux mobiles en France. On a une couverture 4G pour Orange qui est de 99,9% en termes de population couverte. Et la 5G, on croit, on est aujourd'hui à 76%. On a ce besoin donc de modernisation des réseaux, et c'est pour ça qu'on va arrêter la 2G en 2026 et suivra fin 2028 et opérationnellement en 2029 l'arrêt de la 3G. Et on a commencé par arrêter la 2G parce qu'en arrêtant la 2G, on ne va pas remettre en cause la couverture mobile. On a une meilleure couverture 3G que 2G, et les mesures ARCEP prennent en compte la 3G, la 4G, prennent plus du tout en compte la couverture 2G. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a une meilleure qualité de couverture dans les zones rurales et de montagne. Donc, vous êtes concernés puisque cette zone, on dira, cette première phase va jusqu'aux Pyrénées, jusqu'à la zone frontière. Donc voilà. Et tout ça pour répondre à des usages croissants de tous nos clients, qu'ils soient grand public ou entreprises. Ensuite, il y a 3 points qui sont, donc 2 qui sont très importants. Le premier, c'est renforcer la sécurité des réseaux. Les réseaux 2G et 3G, ce sont des réseaux qui sont friables face aux attaques cyber aujourd'hui. Typiquement, ce sont des vieux réseaux et donc vous êtes sécurisé sur l'usage de votre téléphone, entre votre téléphone et l'antenne. Et le cœur de réseau, le cœur de ces 2 réseaux sont très vulnérables aux attaques cyber et donc on a intérêt à accélérer cette migration pour éviter, et notamment sur les usages machine-to-machine, IoT, Internet des objets, qui sont utilisés par les réseaux 2G. J'ai mis un annexe, je ne vais pas le détailler, mais j'ai détaillé un petit peu les types de failles qui existent sur ces réseaux. Je vais passer directement au 3e point qui est limiter l'impact carbone. Il faut savoir que la 2G et la 3G, c'est 21 à 33% de l'énergie consommée par les réseaux mobiles pour une utilisation pour la 2G qui est inférieure à 2%. Donc voilà, ça vous laisse imaginer le coût en énergie et donc en émissions carbone que représentent ces 2 technologies qui deviennent obsolètes, quelque part. Et puis, il y a une chose qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir réutiliser les fréquences qu'on utilisait pour la 2G et la 3G pour améliorer notre couverture 4G, 5G, puisque ces fréquences, on les a achetées et pas à vil prix. Donc, autant les réutiliser. Et c'est pour ça aussi que je disais que c'était différent de l'arrêt de la fermeture du cuivre, parce que ce n'est pas réglementé par l'ARCEP, on est propriétaire de nos fréquences. Et donc, à partir du moment où on respecte les émissions, qu'on respecte les règles fixées par l'Agence nationale des fréquences, on est en droit de faire ce qu'on veut quelque part de nos fréquences. Donc voilà. Mais vraiment, la chose à garder en tête, c'est cette sécurité. Et d'autant plus que si on regarde au niveau de l'Europe, on fera un focus après sur le monde, mais au niveau de l'Europe, on est un petit peu, je dirais malheureusement, le village gaulois. On est les derniers, si on prend l'Union européenne, on est les derniers à ne pas avoir commencé l'arrêt des technologies obsolètes. Quand on voit les pays du Sud, Grèce, Italie, Espagne, et puis bien sûr les pays nordiques ont tous arrêté au moins une technologie. La France, on n'a pas commencé. On est au même niveau que la Pologne, l'Ukraine, il faut comprendre pourquoi, et les pays de l'ex-Yougoslavie. Donc ça vous donne une idée du retard qu'on a, et notamment pour cette dimension sécurité. Alors, on s'inscrit dans une tendance mondiale. Ailleurs dans le monde, les grandes démocraties type États-Unis, Canada, Japon, Corée ont arrêté les technologies 2G
et s'apprête, pour certains, à terminer l'arrêt de la 3G. Là, vous avez en bleu sur le graphique le nombre de pays qui ont terminé ces instinctions à fin 2023. Aujourd'hui, on est plutôt à 200, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur ce train qu'on a là, en orange, et la France, on n'a toujours pas commencé. Donc, il est temps qu'on accélère, et d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Nos deux concurrents ont annoncé eux aussi que c'était pour 2026. Et voilà le slide. Alors, pour nous, on a commencé cette année. On a commencé sur l'île de la Réunion. Ça a été un petit peu notre terrain de jeu, avec un phénomène particulier, un cyclone qui est venu percuter de plein fouet le début de l'arrêt. Et finalement, on a eu un petit peu peur au départ, et en fait, ça s'est très bien passé. Pourquoi? Parce que l'anticipation de la migration de nos clients avait été faite. On a phasé, comme on va le faire en France métropolitaine, cet arrêt. Et ça s'est bien passé, et ça se termine pour la 4e phase. Ça se terminera pour la 4e phase, puisqu'on a fait en 4 phases au 3e trimestre de cette année. Je l'ai dit, SFR et Bouygues, pour ce qui concerne la 2G, arrête aussi en 2026. Ils n'ont pas annoncé de date précise, mais on sait qu'ils ont des contraintes, les mêmes que nous. C'est le traitement par l'Agence nationale des fréquences qui nécessite d'avoir fermé nos sites avant la fin septembre de 2026 pour pouvoir traiter au niveau de l'Agence nationale des fréquences. Donc, on sait qu'ils seront contraints par cette date eux aussi. Pour ce qui est de la 3G, SFR et Orange, on a décidé d'arrêter fin 2028. Bouygues, ça sera fin 2029. Et Free, quant à lui, n'a pas de réseau propre. Free avait un contrat d'itinérance 2G et il vient de signer avec Orange un contrat d'itinérance 3G jusqu'à sa fermeture, donc en 2028. Si on rentre dans le planning, et on va rentrer dans le détail parce que vous êtes d'autant plus concernés sur la zone côte basque, on va voir dans le détail ensuite. Donc 3 vagues, une première vague qui va se dérouler de mars 2026 après les élections, j'insiste parce que c'est des questions qui nous ont été posées, donc on tient en compte des dates des élections municipales qui ne sont pas encore connues mais qui se dérouleront en mars, et on sait que ça se terminera au plus tard le 29 mars. Donc, ça sera après. On n'a pas envie de venir percuter les scrutins, vous poser des problèmes. Vous, élus, donc on a pris en compte et on l'a décalé. Au départ, c'était début mars, on l'a décalé après les élections. Et une généralisation, alors ces 3 petites vagues, elles se dérouleront donc de fin mars à juin. Puis ensuite, on aura une généralisation sur tout le territoire métropolitain, mais aussi ultramarin, avec les Caraïbes qui arrêteront en même temps que la majeure partie du territoire métropolitain. Et donc, cette première phase-là, les trois vagues, elle concerne 9 départements. Vous avez à droite, l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne. Et on vous a remis une date d'arrivée de la 3G. Si on rentre encore plus dans le détail, je vais vous expliquer pourquoi on a choisi cette zone, parce que vous êtes représentatif de l'ensemble des cas d'usage qui peut exister sur un territoire, notamment en termes d'IoT, d'Internet des objets. On est sur une zone côtière, soumise à des aléas climatiques forts, type tempête, type vague submersion. On est sur une zone frontière, une zone montagneuse, avec des barrages, des capteurs sismiques, des capteurs avalanches. On est sur une zone avec une métropole, Toulouse. On est sur des paysages aussi ruraux. Là, on pense plutôt à nos aînés qui utilisent encore des téléphones à clapet ou des téléphones à grosse touche. Et on verra qu'on accompagne ces derniers parce qu'on a conscience que c'est compliqué pour eux de migrer sur un smartphone, et on a fait en sorte que ce ne soit pas le cas. Et puis, on a aussi une centrale nucléaire qui est à Golfech et des bases aériennes stratégiques dans les Landes, d'où une zone qui est vraiment représentative de tous les cas d'usage qu'on peut trouver. Donc, voilà.
Si on zoome encore plus, on va arriver au phasage donc, de cette première phase en 3 vagues. Une première vague donc, qui va concerner, j'ai mis l'unité urbaine de Bayonne, anglais Biarritz, mais ça va au-delà, hein, puisque on va jusqu'en Daille. On voulait avoir cette zone frontière, ça représente environ une 50aine de sites. Et cette micro-zone, elle va nous permettre vraiment de mettre sous monitoring les usages de nos clients, qu'ils soient grand public ou entreprises. La vague 2, elle touchait le reste des Pyrénées Atlantiques plus les Landes. Donc, c'est chez toi encore, hein, Benjamin. Et ensuite, une 3e vague qui touchera les 7 autres départements de cette première phase. Donc, voilà. Petite précision sur les sites réglementaires. Donc, les fameux sites zones blanches. Quand l'opérateur leader ne sera pas orange, n'est pas orange, les gens continueront sur cette zone-là, en attendant l'arrêt de SFR et Bouygues la même année, à pouvoir utiliser leur téléphone 2G. Mais ça sera quand même circonscrit aux zones de ces relais réglementaires. Et je préfère le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en termes de communication? On a commencé relativement tôt, puisqu'on l'a annoncé dès février 2022 à Barcelone, au Mobile World Congress, derrière l'État, via le ministère de l'économie et des finances et la direction générale des entreprises, puis l'ARCEP, l'AVICA, qui est l'association sur le numérique qui regroupe les élus, hein. Et enfin, on a eu une conférence officielle de la directrice d'Orange France de l'époque, donc Fabienne Dulac. Merci. Depuis, ça a été relayé et je vous ai mis juste après tout ce que vous pouvez retrouver d'officiel pour Orange et d'officiel au niveau des organes de l'État. Donc, le slide du haut, là, vous avez les liens. À gauche, le plus global, qui s'adresse à tous les publics. Au centre, celui qui s'adresse plutôt au marché entreprise. Et puis, à droite, alors ça vous concerne moins, mais on a aussi la nécessité de prévenir le marché de gros avec qui on contractualise, notamment les opérateurs étrangers, puisqu'on a des zones frontières et que forcément, il faut qu'on se coordonne avec eux. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait et l'entité donc qui est Orange Wholesale France et aussi Orange Wholesale International a travaillé sur l'arrêt de cette technologie avec les opérateurs étrangers et puis ce qu'on appelle les opérateurs virtuels, les MVNO en France. Au niveau des organes un peu plus officiels, l'ARCEP met à votre disposition un site qui est plutôt bien fait, hein, sur l'anticipation nécessaire en tant que client, entreprise au grand public, autour de l'arrêt de ces technologies. La Fédération française des télécoms, qui regroupe les 3 opérateurs, Bouygues, SFR et nous, a aussi communiqué via son site toute une panoplie d'informations et notamment une foire aux questions qui là aussi répond à la plupart des questions qu'on a pu nous poser jusqu'à présent. Et puis enfin, le gouvernement, depuis le début d'année, a mis aussi une page dédiée sur l'arrêt de ces technologies de G3G. Donc voilà. Concrètement, ensuite, pour nos clients, et je vais commencer par les clients entreprises parce que c'est les cas d'usage les plus variés, on a commencé à communiquer vers nos clients entreprises dès mars 2023 avec des campagnes de courrier accusé de réception. Pourquoi? Parce que dans le droit des contrats qu'on a passé avec nos clients, on se devait d'avoir 1 mois de prévenance par année de contrat. Et en commençant à communiquer dès mars 2023, on a couvert 36 années de contrat. Il y a 36 ans, on n'avait pas de contrat mobile. Donc, on était sûr, nos juristes ont blindé pour être sûr qu'on soit dans les clous. Et puis, depuis, on fait de la serpacture, on fait du mailing, on fait aussi du contact via nos services clients qui va s'accélérer maintenant qu'on rentre dans la dernière année. Et là, on va être beaucoup plus proactif que ce qu'on a pu l'être jusqu'à présent et accompagner nos clients vraiment pour qu'on puisse leur proposer des offres sur des technologies différentes, mais des offres similaires.
Pour les clients grand public, et là, ça concerne vos administrés, alors là, c'est un petit peu particulier. On n'a pas eu le droit, de façon formelle et contractuelle, d'informer nos clients, de faire une information légale trop tôt, parce que la direction de la concurrence nous aurait taxé de forcer la main aux clients d'aller sur des offres qui allaient durer encore plusieurs années. Donc là, on va avoir le droit de le faire à partir de septembre. Donc ça sera fait. Néanmoins, on a fait de l'information pour dire, voilà, on va arrêter la technologie 2G, voilà ce que ça veut dire. Vous êtes peut-être, parce qu'on on a été obligé aussi de ne pas cibler les clients qui avaient un mobile 2G. On a été obligé de s'adresser large spectre à l'ensemble de notre parc client pour ne pas être taxé là aussi de vente forcée. Et donc, du coup, on a fait de l'information pour indiquer qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, en tant qu'usagers, la fin de la 2G. Et depuis avril cette année, commercialement, on a mis en place en boutique des téléphones clapés et des téléphones grosses touches pour 1 euro. Donc, on n'a pas le droit de faire de la vente à perte, donc c'est l'euro symbolique. Un client âgé qui a un téléphone à clapet que 2G, aujourd'hui, il vient en boutique Orange, pour 1 euro, on lui remplace son téléphone et on lui reverse l'ensemble de ses contacts dans le nouveau téléphone, et ça aussi gratuitement. On sait qu'on va toucher 90%, ce sont des personnes âgées. Il faut savoir que dans le parc client, 70% des usagers 2G only, donc qui ont vraiment un téléphone 2G, ont plus de 70 ans. Voilà. Et on sait que parfois, on peut avoir des personnes dépendantes. Donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir toucher les personnes qui s'en occupent, la famille, de manière à ce qu'ils fassent cette démarche. Et là aussi, on va être proactif par des campagnes de phoning, parce qu'on sait que ce sont des gens qui répondent plutôt au téléphone que lire des emails. Les gens, ils reçoivent des appels régulièrement et ils ont quand même une réticence à répondre à un numéro qu'ils ne connaissent pas. On est d'accord. Là, vous parlez de personnes qui ont plus de 70 ans. Alors, on a envoyé des courriers. Ouais, 2G, je ne suis pas sûr que ça leur parle. Non. Alors, est-ce que, comme pour l'arrêt du cuivre, vous allez communiquer vers les élus ou vers les communes pour prévenir de situations à difficulté? Parce que là, on touche des personnes âgées, donc possiblement des problèmes à venir. On va avoir une liste de clients. On suit, mois par mois, même semaine par semaine, depuis qu'on a lancé cette campagne de changement de mobile, là. On suit la courbe des clients, et ce qu'on s'est dit, c'est qu'à partir du moment où on va envoyer l'info légale, donc ce courrier un peu officiel, qui n'est pas une information commerciale, on n'a pas le droit d'avoir d'informations commerciales derrière, on va regarder les personnes qui ne réagissent pas, pouvoir, comme on l'a fait sur d'autres départements en France pour l'arrêt du cuivre, proposer aux collectivités locales d'être des interlocuteurs pour aller, par aiguillonner soit la famille ou soit la personne si on la connaît, mais aussi de pouvoir, pourquoi pas, mettre à disposition des 3 opérateurs, et là je ne parle pas que pour Orange, une salle pour que les personnes puissent se déplacer jusqu'à leur mairie, dans une salle où des commerciaux des 3 opérateurs viendraient pour faire le changement. Parce qu'on est conscient aussi que ce sont parfois des personnes qui touchent peu. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place après l'envoi de l'information légale qui va débuter pour votre zone en septembre. Donc, et la ferme 2026, je ne vais pas souvenir du mois. Mars. Mars 2026. Oui, fin mars, à partir du 31 mars 2026, après les élections. Après, voilà. Et sur les. Alors, c'est 40 communes à peu près, c'est ça, Benjamin, de mémoire. 35 de mémoire. Voilà. Donc, on a la liste. Benjamin, je crois, vous les a envoyés. Et si vous êtes là, c'est que vous en faites partie. Alors, ça représente pas tant de gens que ça. J'ai pas le droit de communiquer là aussi, mais ça c'est pas tant que ça. On veut vraiment faire une zone réduite, comme j'ai dit, pour pouvoir être vraiment sous monitoring. Pourcentage de
Non, C'est 0 et quelques pourcents. Voilà. C'est moins de 1%. C'est des gens qui ont des abonnements depuis 30 ans. Quoi. Oui, bien sûr. Quoique, parfois. Alors, si, il y a une catégorie, c'est une blague sans être, hein, parce que c'est triste. On a les personnes âgées, et puis on a les trafics illégaux dans les cités. Voilà. C'est ce qu'on nous dit chaque fois. Ouais. Voilà, parce que c'est des téléphones qui valent pas grand-chose. Mais c'est pour ça aussi qu'on voulait avoir une métropole comme Toulouse avec des aires urbaines très denses, des cités, pour pouvoir voir aussi quelle est la réaction. Je vous ai mis juste un petit récapitulatif. Donc, à partir du 31 mars pour 9 départements et surtout pour vous, septembre 2026 pour le reste, le service rendu aux clients et la sécurité. Là, vous parlez nécessité de moderniser les parcs de mobiles et surtout les équipements IoT. Donc ça, c'est les collectivités qui vont toucher en partie. Oui. Pas que, mais ça veut dire que ces changements de carte, les changements d'équipement, c'est-à-dire faire évoluer l'équipement. En fait, tout va dépendre de la typologie d'équipement que vous avez contractualisé. Si vous avez LoRa One Sports et tout ça, oui. Là, vous n'êtes pas touché. Enfin, LoRa, oui, LoRa, oui. Les premiers. Maintenant, si c'est du LoRa hybride ou non. Ce qu'il faut regarder, alors, on a eu la semaine dernière un échange avec l'Agence des Pyrénées et la personne en charge du numérique à l'Agence des Pyrénées qui nous disait qu'elle prenait par exemple les capteurs avalanche, les capteurs sismiques, les capteurs barrage, en fait, sont tous en 3G. En fait, ils étaient compatibles 2G, donc ils apparaissent comme étant 2G, mais en fait, elle nous a certifié qu'ils étaient compatibles 3G. Donc là, quelque part, vous gagnez 4 ans de plus. Voilà. Maintenant, il faut que vous regardiez au cas par cas. Alors, si c'est des capteurs de télérelève, c'est pas très gênant. Néanmoins, si c'est des capteurs, par exemple, d'eau, d'évaluation des eaux usées, ce genre de choses, avec les orages, par exemple, qu'on a eu hier, avoir des capteurs qui sont plus efficaces, c'est pas terrible. Et j'en reviens toujours à la sécurité. Quelqu'un de malveillant, sur la gestion de l'eau d'un barrage, par exemple, s'il prend la main, enfin, ça peut être dramatique. Vous n'avez pas le droit de communiquer, mais est-ce que si la collectivité vous contacte son opérateur, vous allez informer des équipements 2G? En tant que client, vous allez être informé. En tant que client, on est informé. Okay. En tant que client, vous êtes informé. Okay. Vous ne serez pas informé si vous n'êtes pas client direct. Si vous êtes passé par un prestataire de service, par exemple, qui vous a acheté des cartes, lui a été informé. Et c'est pour ça aussi qu'on aime bien partager. Sur la chose de sécurité, c'est ça. Les centrales de sécurité, si on est passé par un vendeur, ça va être. C'est ça. Voilà. Bon, après, je vais prendre un exemple sur des choses un petit peu particulières. La centrale de Golfech, on est rentré très tôt avec EDF, RTE pour échanger. Ils ont en effet quelques lignes 2G. C'est pas des lignes stratégiques. Hein. Je vous tiens à vous rassurer, la centrale nucléaire ne tient pas sur le réseau 2G. Mais voilà, donc, la personne là de l'Agence des Pyrénées sur le numérique disait il nous reste dans les stations de ski, par exemple, des petites stations de ski, quelques relais 2G qu'on avait montés pour un téléski isolé sur la station pour pouvoir communiquer avec la station parce qu'il était un petit peu isolé. C'est ce type-là, donc c'est pas grand-chose. Et quand on regarde au niveau des collectivités locales en tant que client, bien souvent, vous êtes à 1-2 lignes. C'est quelque chose de relativement minime. Et ça, vos commerciaux, les commerciaux en charge des collectivités ou des acteurs privés ont ces informations sur votre parc. Donc, on pourrait facilement leur demander. Je ne sais pas s'il y a des questions à distance, parce que je partage, je vais arrêter le partage. Tu as fini. Moi, j'ai fini, voilà. Bon. Et bien, du coup, est-ce que vous avez des questions sur ce projet d'arrêt de l'an 2G? N'hésitez pas. Ce n'est pas parce que vous ne les posez pas maintenant que vous ne pourrez pas les poser plus tard encore une fois. Hein. C'est pas... Bon. Eh bien, écoutez,
On a dépassé un peu le créneau. C'est vrai qu'on a démarré un peu en retard. 37. Donc, on va vous envoyer la La présentation. présentation. Alors, il y a une petite chose aussi qui est en préparation. Je n'ai pas pour aujourd'hui, malheureusement. On est en train de vous préparer un leaflet récapitulatif relativement simple, parce qu'on n'est pas tous des experts du numérique, hein, mais un leaflet recto verso, une fiche repère avec qu'est-ce que représente l'arrêt de la 2G, comment ça se passe, les dates, hein, les actions qu'il faut mener en tant qu'élu, et puis les réponses à apporter aux clients si vous avez des questions dans vos communes. Avant de conclure, donc je remercie l'ensemble des personnes pour leur participation. Je remercie aussi les personnes présentes sur site, puisqu'ils vont avoir la chance d'avoir, si elles le souhaitent, une visite du site. Pour rappel, on est sur un site anglais, un site stratégique pour Orange. Sur les Pyrénées-Atlantiques, on a près de 150 collaborateurs. On a 2 gros sites qui sont un situé à Pau et celui d'Anglette. Et puis on a aussi des boutiques Orange. Et le site d'Anglette, aujourd'hui, effectivement, en termes de cœur de réseau et de communication, n'est pas ouvert au public. Donc, vous avez quand même cette opportunité d'être sur ce site-là et on aura avec grand plaisir. Il y a Florian et Pierre qui sont là pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. On va vous envoyer l'ensemble des documents. Encore une fois, c'est un projet qui démarre, qui va arriver vite au mois de mars 2026. Mais nous restons à votre disposition pour toute information. Et n'hésitez pas à nous ressolliciter si besoin. Je sais bien. Merci. Bon. Merci, au revoir. Merci, bonne Merci, au revoir. après-midi. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.